Bonjour et bienvenue sur le podcast Digital Causeur de SQLi. Nous décryptons aujourd'hui une fonction clé de l'expérience utilisateur sur le web, le binôme UX-UI. Pour en parler, je suis accompagnée de deux expertes, Lauriane et Laurine. Bonjour à toutes les deux. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour, moi je suis Lauriane Palazon, donc je suis UX designer senior donc chez SQLi. Bonjour à tous, moi c'est Laurine Bolgeroufi, je suis directrice artistique chez SQLi depuis maintenant 1 an. Eh bien, bienvenue. Durant ce podcast, vous nous présenterez votre rôle pour construire une expérience utilisateur optimale. Vous nous expliquerez la complémentarité de vos deux fonctions. Vous nous emmènerez ensuite dans les coulisses d'un projet client pour bien comprendre vos missions et vos interactions. Et last but not least, vous nous révélerez quelles sont les clés d'une expérience utilisateur engageante. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste l'UX design et l'UI design ? UX c'est User Experience. L'objectif pour ma part, c'est de vraiment comprendre finalement les besoins de l'utilisateur, donc la personne qui va venir utiliser la plateforme que je crée, et de les traduire dans du design concret, des expériences qui vont venir répondre à ces attentes. Lui design, c'est quoi ? C'est user interface. On s'occupe principalement de l'interface visuelle, de ce que l'utilisateur va voir, pour que l'utilisateur finalement arrive à trouver facilement ce qu'il recherche, et puis tout ça dans un univers plaisant. Alors, maintenant qu'on a défini vos fonctions, comment se complètent-elles pour former un binôme puissant ? Donc un UX designer et un UI peuvent effectivement donc travailler ensemble en équipe pour justement faire cette conception de site internet pour que ce soit à la fois utilisable et que ce soit visuellement attractif. Donc on a des compétences qui vont se compléter pour offrir justement une expérience utilisateur optimale. Je pense que oui, UX et un UI ou DA n'a pas vraiment la même sensibilité. Par exemple, Lauriane, elle va être particulièrement ordonnée. Ça complète pas mal ma personnalité parce que c'est vrai que Lauriane, elle va toujours remettre dans le droit chemin les maquettes, elle va toujours faire attention par exemple au SEO, elle va veiller à ce que ça réponde bien aux problématiques clients. Tu as un côté perf qui est attendu du côté UX. Il faut que ce soit efficient, il faut que ça aille droit au but. Et c'est vrai que quand moi après je bosse avec Laurine, elle s'immerge dans une marque par l'image de la marque. Finalement, c'est pas du tout la même approche. Et après, nous, dans notre collaboration, vient se compacter deux enjeux différents et on se challenge mutuellement en permanence. Et selon vous, quelles sont les clés d'une collaboration efficace ? Ça peut être vu de manière très silotée, mais en réalité, il ne faut pas que ce le soit. Parce qu'en réalité, moi, quand je suis dans mon moment où je vais glaner toutes les informations de la marque, il faut déjà que je sache avec qui je vais bosser par la suite pour, au fur et à mesure, lui parler. Je pense aussi qu'il faut être un peu conscient de ce que l'autre est capable de faire, ce que moi je suis capable de faire et à quel moment on va pouvoir s'entraider. Quand j'ai du mal à déceler un truc ou à craquer un sujet, finalement, je vais plus lui en parler, même si on est en face de wireframe et que ça la concerne moins finalement. On est une équipe, on est dans le même bateau et donc je vais venir lui dire « Ok, j'ai fait ça, mais je suis pas sûre, qu'est-ce que t'en penses ?» Et on va commencer à en discuter. Donc même si elle, finalement, elle peut se dire « Très bien, je vais craquer le sujet moi ensuite. » Mais non, on commence déjà à en parler et après, c'est pareil, quand elle est en maquette, moi je me dis pas « je me retourne juste vers les autres sujets. » Je me dis « Ok, non mais là, t'as tordu un truc, faudrait que ce soit comme ça c'est bien que tu l'aies tordu au contraire parce que moi j'arrivais pas à apporter ce point de vue-là. En revanche, ça, il faut vraiment que tu le gardes parce que d'un point de vue utilisateur, en fait, ce que tu as fait, tu as un peu déformé le truc et ça ne marchera pas. Ou alors, ok, prenons ton parti pris et on fera des tests en test utilisateur. Donc, il y a vraiment un moment aussi, on respecte nos compétences, chacune. Moi, j'ai clairement pas l'œil UI parce que c'est un œil graphique qui se travaille, tout comme l'esprit critique d'un UX. Mais après, il y a effectivement de l'échange qui va venir se créer et on va s'enrichir en fait parce que, encore une fois, on est sur le même projet. Donc ça, c'est vraiment la communication et le fait de le respect des compétences, mais on échange en permanence. À présent, on va rentrer dans le concret.
Est-ce que vous pouvez nous décrire en quoi consiste votre contribution au sein d'un projet client et comment justement cette synergie, cette complémentarité que vous venez de décrire entre vos deux fonctions s'exprime à ce moment-là? Concrètement, quand on commence un projet, on va toutes les deux être embarquées à ce moment-là. Parce qu'il y a aussi une rencontre avec le client, donc il va falloir représenter chacune notre corps de métier. Et on a des métiers qui sont fondateurs finalement tous les deux de l'expérience avec un grand E. Donc moi, ça va être vraiment les fondations en termes de structuration, d'architecture de l'info, etc. Et puis et d'usage. Et puis toi, ce sera plus des fondations d'image, de branding, etc. Pour ma part, finalement, quand je commence un sujet, la rencontre avec les clients, elle est hyper importante. On rentre dans les coulisses d'une marque. On voit les difficultés que eux ont à exprimer leur marque. Ces marques-là, elles ont plus ou moins d'insights, d'informations finalement qu'elles peuvent nous communiquer. Donc moi, au départ, j'ai 1 million de docs à lire et il faut que je m'y retrouve. Et pareil, j'en cherche en plus à côté. Et toi, c'est pareil, tu as aussi une phase de recherche. Oui, au départ, souvent, on m'envoie beaucoup aussi de documents, de photos, de chartes graphiques. Et puis, on se rend souvent compte qu'on n'a pas assez de billes. Enfin, on va pas réussir à décliner un site juste avec ce qu'on nous a fourni. Et à ce moment-là, c'est plus la casquette de direction artistique, puisque là, en l'occurrence, je vais devoir faire un benchmark, donc voir la concurrence, voir aussi les dernières tendances graphiques, voir comment ça peut fonctionner avec notre marque. Mais aussi, par exemple, à ce niveau-là, il faut que je puisse définir quelles sont les valeurs de la marque. Et une fois que toutes les deux, on a un peu balayé tout ça, il y a le cadrage. En fait, c'est à la recherche. La recherche, souvent, elle s'incorpore dans un cadrage qui nous permet de vraiment dimensionner, on va dire, le projet, vu qu'on est un peu plus dedans. Et à la fin du cadrage, tu as en général une restitution avec le client où tu dis, voilà, tout ce qui ressort de notre recherche, de nos ateliers avec vous, etc., ça tient dans ce doc, tant sur le point de vue des utilisateurs quand on a pu les avoir, sur votre fonctionnement à vous en interne, sur vos ambitions, sur le package graphique qu'on a aussi. Souvent, toi, tu as fait des moodboards dans cette partie-là. Donc, des moodboards, c'est vraiment des planches d'inspiration. Ouais, c'est ça. Au début, on essaye de s'imprégner de toutes ces informations. Nous, on donne un cadre à l'expérience idéale, à l'ambition qu'ils doivent se donner. Après, nous, on enchaîne sur une partie un peu plus de prod. Et là, forcément, tant en UX qu'en UI, on va plus se rapprocher sur du concret, donc des wireframes et des maquettes par la suite, où là, on se dit, ok, maintenant qu'on s'est dit l'expérience idéale, qu'est-ce qu'elle doit être, c'est, concrètement, sur cette page-là, de quoi on se parle. Les parcours, les personas, on les aura déterminés justement entre le cadrage et le début du projet. Et c'est, peut-être que j'explique un peu ce que c'est, mais un persona, par exemple, c'est un profil type. C'est que forcément, tu as différentes typologies d'utilisateurs. On accentue certains traits de ces profils-là pour créer des typologies, des grandes catégories d'utilisateurs. Souvent, on leur donne une image, un nom, on essaie de les personnifier, de leur donner un cadre finalement, pour qu'ensuite, ça vienne nous nourrir les personas. C'est un outil. Les personas, ils aident à faire un parcours qui, là encore, nous donne tout le fil conducteur qu'il va y avoir par la suite dans les pages clés qu'il va falloir qu'on design. Donc, effectivement, les personas et les parcours vont nous aider à produire beaucoup plus concrètement, finalement, des choses plus tangibles. Donc, on parlait des wireframes. À un moment, c'est là que ça vient intervenir. Une fois qu'on a dit, telle et telle et telle page sont clés dans l'expérience, on va venir se dire, OK, quelles sont les typologies de contenu que vous avez aujourd'hui, qu'il faut activer. On se repose sur les parcours aussi pour se dire, cette fonctionnalité-là, elle est intéressante. C'est à ce moment-là qu'il faut la mettre. C'est à ce moment-là qu'il faut l'activer. Donc finalement, moi, je vais imposer des wireframes, donc ces espèces de pages
en nuances de gris. Et on continue de correspondre avec Laurine sur des choses beaucoup plus tangibles. Donc une fois que Lauriane a produit ses wireframes, moi je me retrouve avec 2 entrants. Donc déjà un wireframe visuellement, c'est une manière pour moi de comprendre la hiérarchie d'informations. Donc je me retrouve avec une page avec souvent des blocs gris avec du texte et aussi déjà avec des niveaux de titre, des niveaux de texte, des niveaux de call to action, des boutons d'action. Et j'ai aussi ma charte graphique que soit je l'ai héritée, soit je l'ai travaillée. Et je vais faire fusionner finalement le wireframe et ma charte graphique. Alors l'idée, c'est pas de coller une couleur sur... on entend ça des fois, de coller une couleur sur un wireframe, pas du tout. Lui, designer, sa valeur ajoutée, ça va être l'interaction et ça va être sa sensibilité à faire une expérience visuelle agréable, ce qui n'est pas le cas d'un wireframe. Le wireframe, c'est pas du tout l'objectif à ce niveau-là. Donc, je vais hériter de plusieurs wireframes qui vont constituer un parcours. Et un parcours, souvent dans ce parcours, ça va être des masters, donc ça va être des pages clés. Alors, à ce moment-là, souvent, ce qui arrive, ça va être un moment de test utilisateur. Donc, on choisit un parcours, ou plusieurs même, qu'on va décider de prototyper. Donc, le prototypage, c'est faire du pour de vrai. C'est rendre cliquable des maquettes, faire comme si le site était développé, mais seulement il ne l'est pas encore, il est juste cliquable pour l'instant. Et c'est là que l'UX designer rentre dans la boucle pour finalement faire passer des tests utilisateurs. Alors vas-y Lauriane, explique. Donc ouais, en fait, on quitte jamais le projet. Finalement, comme on le dit, on est toujours, il y a toujours une prédominance d'un des métiers. L'autre métier est jamais totalement effacé. Il est dans un coin, il se tient au courant, etc. En tout cas, pour les tests, effectivement, quand on a, au bout d'un moment, avant de développer tout le site et de se dire « Ah mince, c'est pas comme ça que ça fonctionne », et ben on fait des tests. Des tests, en général, donc c'est du qualitatif, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de tester sur 30 milliards de personnes, au contraire. En général, on se dit que entre 10 à 12 personnes, c'est déjà bien. On commence à avoir suffisamment d'informations. On a souvent les mêmes pain points, finalement, qui reviennent, les mêmes freins, etc. Donc, on arrive à ajuster et à apporter des corrections à ce moment-là. Les tests utilisateurs, c'est... Comme le disait Laurine, on va venir se baser sur un parcours qu'on aura préalablement défini avec nos clients à nous, en se disant qu'est-ce qu'on a envie de tester, auprès de qui, par rapport à quelle cible. Et donc, quand on fait ça, nous, on a tout un parcours à respecter. On travaille un script qu'il va falloir respecter, certaines questions qu'on aura validées avec notre client pour se dire ce qu'il faut qu'on interroge particulièrement. Et après, il y a beaucoup d'impro lors du test parce qu'il faut qu'on laisse l'utilisateur final s'exprimer. Un parcours classique, donc ça va être la page d'accueil. Ensuite, tu vas dérouler sur un listing de produits. Ensuite, tu vas arriver sur la fiche produit. Et ensuite, tu mets au panier et tu as tout le déroulé jusqu'à l'achat, la confirmation, le mail qui te dit que tu as bien acheté. Ça, c'est un parcours hyper classique, hyper descendant. Il n'y a pas plus classique que ça. On vient aussi poser des questions sur l'image de la marque à ce moment-là. Donc on est toujours là à dire qu'est-ce que vous pensez graphiquement du site, et on a des ça pourrait être plus joyeux, ça pourrait être moins joyeux, non, enfin même la tonalité des mots. Ça nous donne des informations qui sont précieuses à ce moment-là du projet, parce que ça nous permet, avant de vraiment venir solliciter les développeurs, ça nous permet de réajuster le tir. En général, c'est des petites modifications, du texte, des choses qui ne sont pas très claires. Donc, c'est ça qu'on vient tester. Donc, une fois que les tests utilisateurs sont passés, c'est le moment aussi où lui embarque les développeurs dans le projet. Lui, comme je disais, est garant de l'image, donc vérifier que ce qui a été intégré est bien conforme finalement aux maquettes qui ont été validées auprès du client. Après, le projet est normalement fini. Et c'est vrai qu'à la fin du projet aussi, c'est assez courant de refaire des tests utilisateurs. Alors, vous parliez plutôt d'une expérience utilisateur idéale.
Selon vous, quels sont les aspects importants à ne surtout pas négliger lorsqu'on veut construire une expérience utilisateur optimale? Donc effectivement, pour faire un site dans les règles de l'art, comme je disais tout à l'heure, on en a rapidement parlé, mais c'est la recherche utilisateur. Ça, c'est une phase qui est assez clé dans ce qu'on peut nous mettre ensuite en papier, en musique pour la suite du projet. Et c'est souvent sous-estimé. Plus on a d'informations concrètes et véridiques sur un utilisateur, mieux on arrive à le cibler et à lui parler comme il se doit pour venir l'enchanter finalement dans une expérience. Moi, si je peux aller en boutique, observer, je fais souvent du client mystère quand c'est du B2C, il y a de l'audit, mais aussi des interviews de l'utilisateur, des tests utilisateurs qui sont faits en amont de la partie production de Wireframe. On peut aussi aller chercher des choses qui vont plus concerner des cartes de chaleur, c'est-à-dire qu'on va venir voir comment le site actuel fonctionne et donc on a des cartes de chaleur, c'est-à-dire qu'on voit où les utilisateurs s'arrêtent dans un site, qu'est-ce qui les attire peut-être plus, quelles zones sont totalement oubliées, etc. En fait, il y a plein de choses qu'on peut activer qui nous permettent d'en savoir plus. Et le but, c'est en UX, c'est vraiment d'être efficace. Plus on sait quelque chose, plus on arrive à atteindre son but de manière efficiente et plus on arrive à donner de la personnalité et du corps à un site. De la même manière que la recherche en UX, on pourrait aussi mieux préciser les chartes graphiques pour le web. Parce que souvent, comme ce que je disais un peu avant, on hérite finalement d'une charte pas souvent très aboutie et on doit faire avec pour faire tout un site. Alors que dans un site, il faut le faire vivre. Il ne s'agit pas simplement d'appliquer quelques couleurs et mettre une typo. Il faut que ce soit vivant, il faut qu'il devienne unique aussi pour la marque et de faire en sorte que l'identité ressorte vraiment sur le web et que le site soit teinté de la marque. Parce que finalement, on est dans un torrent de marques et de sites web. Qu'est-ce qui fait que demain, l'expérience sera plus pertinente, plus mémorable aussi et plus enthousiasmante? Je pense que c'est pas mal aussi de faire un petit point sur l'éco-conception. Aujourd'hui, déjà, on essaye de faire en sorte que tous nos sites soient à peu près éco-conçus, c'est-à-dire respecter pas mal de règles. Alors, à notre niveau en design, donc, par exemple, l'UX, ça serait de faire un UX qui permet de ne pas faire trop de requêtes. Une requête, c'est quand on clique quelque part et que finalement, ça envoie une requête. Donc, à chaque fois qu'on fait une requête, finalement, ça fait tourner un serveur et forcément, c'est pas très écologique. Et puis aussi, nous, côté UI, on a pas mal de bonnes pratiques, le poids de l'image. Et puis aussi, au niveau de l'accessibilité. Alors ça, c'est quelque chose qu'on fait quasi tout le temps. L'interface va être modifiée en fonction, par exemple, d'une pathologie visuelle, par exemple, ou une pathologie physique, une difficulté peut-être à tenir une souris. Très bien, donc si je résume, les 3 éléments à bien intégrer lorsque vous souhaitez concevoir une expérience utilisateur engageante sont de réaliser des tests utilisateurs, de fournir des éléments de la charte graphique qui soient pertinents pour le web et de respecter des règles d'éco-conception et d'accessibilité. Eh bien, un grand merci Lauriane et Laurine de nous avoir emmenés dans les coulisses de la conception d'une expérience utilisateur dans les règles de l'art. Est-ce que vous avez un mot à ajouter pour la fin ? J'espère que pendant ce podcast, en tout cas, on a réussi à faire comprendre la valeur ajoutée de nos métiers de façon indépendante. Que l'UX a son expertise et que l'UI a la sienne et que finalement, l'expérience utilisateur au global, elle est intéressante et elle est excellente aussi que si ces deux
experts se rencontrent. Merci beaucoup Lauriane et Laurine, et merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux décryptages d'experts.